Salut mes nakamas, c'est le Doc, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler du chapitre 877, un chapitre qui était de la bombe. Et oui, voilà, j'ai fait cette blague, je ne pouvais pas faire autrement, et qui m'a énormément surpris. Tout simplement par le sacrifice de Pedro. Alors vous avez été nombreux à me le dire dans les commentaires, le Doc, pourquoi t'as été surpris alors que tu avais annoncé il y a plusieurs chapitres que Pedro allait se sacrifier. Oui, je le savais qu'il allait crever, mais je pensais pas qu'il allait crever comme ça. Le chapitre dans sa construction a tellement été rapide que la mort de Pedro apparaît d'un seul coup. C'est vraiment cette explosion qui nous arrive à la face dans cette double page. On ne voit rien venir avant et c'est d'un seul coup qu'elle apparaît. Moi, le sacrifice, je voyais vraiment un combat sur un chapitre, puis après un final où Pedro se met en avant et se fait exploser pendant que les autres y partent. Une sorte de dernier baroud d'honneur de Pedro, c'est comme ça que je l'avais vu. L'utilisation de la mort, et je croise les doigts pour qu'il y ait la mort de Pedro, ça on va le détailler plus après, a été vraiment quelque chose de superbe. Pour vraiment comprendre tout ça, il faut vraiment reprendre le chapitre dès son départ et même ce qui s'est passé bien avant. Ça fait 3-4 chapitres où le temps est un petit peu au ralenti, même s'il y a une effervescence avec la folie de Big Mom, ça prend quand même son temps pour se mettre en place. C'est-à-dire que les chapitres sont vraiment très allongés depuis qu'il y a eu la chute du gâteau, et ici, on sent qu'on arrive sur la fin, il y a ce sentiment d'urgence qui se prépare, mais au fur et à mesure qu'on avance dans les pages, on arrive dans du tragique, dans du désespoir. C'est exactement ce qui s'est passé quand on était en haut du château. C'est-à-dire que les missiles partent vers Big Mom hurle, les missiles explosent, c'est le moment de faire la fuite, et là le miroir se brise, et ils sont totalement encerclés, et on ne sait pas comment ils vont s'en sortir. Et bien c'est exactement ce qu'il se passe ici. Les Mugiwara arrivent jusqu'au bateau, Katakuri ainsi que Perospero quittent le bateau, donc les autres après montent dessus, ils pensent qu'ils peuvent être libérés, qu'ils vont utiliser le coup de Buster pour pouvoir partir et que tout le monde va pouvoir s'en sortir. D'un seul coup, sur quelques pages, tu as le bateau qui est emprisonné, tu as des tartes qui arrivent par la mer et tu as la folie de Big Mom qui arrive sur la terre. Et Big Mom, vu que le bateau est complètement bloqué, on se dit Big Mom va complètement décalquer le bateau. On sait aussi que Luffy, malheureusement, n'est pas de taille à lutter contre Big Mom, donc on ne sait pas comment ils peuvent s'en sortir. Et c'est là qu'intervient exactement, et c'est ça qui est beau parce qu'il y a un parallèle dans cet arc, c'est-à-dire que quand ils étaient tout en haut du gâteau et que c'était le total désespoir qu'ils étaient encerclés, c'est une explosion venue de nulle part qui les libère. Et bien là aussi, c'est l'explosion sur, encore une fois, une double page qui vient les libérer. Et c'est ça qui est magnifique et c'est ça qui surprend. Maintenant, le tout est de savoir si Pedro est réellement mort. Mais avant ça, il est bien de parler, s'il est mort bien sûr, de l'impact qu'a eu sa mort sur nous. Dans la réaction live, je suis surpris de la mort de Pedro par sa soudaineté. Ichiro Oda n'a pas fait un énorme travail sur Pedro d'un point de vue empathique pour qu'on adore ce personnage-là, pour qu'on ressente quelque chose. Pedro a toujours été un personnage un petit peu à part. Le fait de le mettre toujours sur la vigie, à l'écart des Mugiwara, il y a peut-être joué pour quelque chose. Le fait qu'il soit toujours froid, le fait qu'il soit toujours distant, ne me fait pas ressentir quelque chose pour lui. C'est vraiment bizarre. Je n'ai pas eu de larmes comme j'ai pu avoir des larmes pour la mort par exemple de Corazon. Là j'ai eu des petits frissons, mais c'est tout. Et ce qui est vraiment important, c'est que la tristesse qu'on aurait pu ressentir dans son sacrifice est totalement éclipsée par le sacrifice qu'il y a déjà eu avec Pell. C'est-à-dire que là, on a en nous le syndrome de Pell, de se dire, eh bien, en plus, Pell et Pedro, ça commence par un P, donc là, il y a une petite ressemblance. On se dit, Pedro s'est sacrifié, a explosé, mais est-ce qu'il est réellement mort? Et donc, réfléchir sur la mort de quelqu'un enlève dans nos têtes le fait qu'il soit réellement mort. Maintenant, pour se poser la question de la réelle mort de Pedro, il faut savoir qu'est-ce qu'il y a eu déjà et analyser les différentes morts qu'on a eues dans One Piece. La plupart des morts ont eu lieu dans un temps qui est antérieur, c'est-à-dire c'est toujours dans des flashbacks, et ça vient amener un élément important sur les personnes qui sont présentes. Or, il y a eu quand même d'autres morts, il y a eu la mort de Ace et la mort de Barbe Blanche, sauf que ces deux morts-là
au niveau de la temporalité, viennent amener justement le passage des 2 ans. On peut un petit peu les considérer comme ayant un temps à part. Après, il y a pour moi 2 autres personnes qui sont mortes, qui sont Vergo et Monet, parce qu'on les a pas vus, on en a plus entendu parler au niveau de Dressrosa, et je pense réellement qu'en plus il y a eu une mort quand même avec une explosion, donc Ichiro Oda aime bien les explosions. Donc là, il est important de se dire quel est le but de la mort de Pedro, et est-ce que Ichiro Oda nous a annoncé déjà que Pedro allait crever? Et c'est en répondant à ces 2 questions qu'on peut vraiment comprendre la mort, et j'espère vraiment qu'il y a la mort réelle de ce personnage, parce que si c'est pas le cas, là je dirais que c'est l'une des plus grandes erreurs qu'a fait Ichiro Oda. Oui, je me permets de dire ça, hein. Qui suis-je pour dire que Ichiro Oda fait des erreurs? Depuis le départ, Ichiro Oda nous montre que Pedro va crever. Il a presque plus de vie. Donc, s'il ne meurt pas ici, s'il est libéré, si un jour il réapparaît, on ne sait pas, dans un futur avec une nouvelle confrontation, ça sera pour crever quelques temps plus tard. Donc, le fait de le ramener n'a plus d'importance. Mais ce qui est vraiment intéressant ici, c'est de se poser la question, que va engendrer la mort de Pedro? Le fait que ça va rendre Nekomamushi complètement fou, que la mort d'un Minx va balancer un petit peu le sacrifice et la libération qu'ont amené les Mugiwara pour sauver Senji, et ben il y a un Minx qui s'est sacrifié, et ça va renforcer même le lien qui existe entre les Mugiwara et les Minx. Donc pour moi ça y est, c'est sûr et certain que les Minx vont faire partie de la flotte des Mugiwara, et même peut-être qu'ils vont avoir une importance supérieure. C'est peut-être aussi l'élément qui va permettre à Pecoms de quitter cet équipage de fous qu'est l'équipage de Big Mom, car il va voir que son frère, et oui il faut bien rappeler que Pedro est le frère de Pecoms, est mort en se sacrifiant pour un meilleur idéal. Donc peut-être que Pecoms ici trahira plus tard l'équipage de Big Mom, peut-être à l'arc Elbaf. Et pour moi, ce qui est vraiment le plus important dans la mort de Pedro, c'est qu'il va avoir un impact par rapport à Carrot et par rapport à cette prophétie. Et oui, Luffy et son équipage sont peut-être les personnes qui vont permettre de créer ce nouvel ordre, cette nouvelle aube au niveau de One Piece. Et ça c'est important parce que cette prophétie date de plusieurs centaines d'années. C'est en lien avec les Minx et le clan Kuzuki, ceux qui ont fait les poneglyphes. Donc encore une fois, on a cet élément par rapport au siècle oublié où les Minx et le clan Kuzuki seraient peut-être contre le gouvernement mondial, et ce nouvel ordre, cette nouvelle aube est peut-être la chute du gouvernement mondial. Donc là encore une fois, on a quelque chose d'important, et ce qui est vraiment excellent, c'est toute la symbolique et tout le parallèle qu'il y a entre Pedro et Carrot. On a d'un côté Pedro qui a annoncé que c'était son dernier voyage, et d'un autre côté on a Carrot qui a son premier voyage, qui a ses découvertes. Pedro est le vieux baroudeur qui connaît vraiment le monde tel qu'il est, qui a énormément de connaissances. On a d'un autre côté Carrot qui est espiègle, qui découvre vraiment tout. Et on dit souvent que un enfant n'est plus enfant quand il est confronté à la mort de quelqu'un qui lui est proche. Et là, Carrot est confronté à la mort, je dirais, de son mentor. Même si on sait que c'était Wanda qui avait ce rôle, il y avait un lien entre Carrot et Pedro. Et quand on voit les visages de tous les Mugiwara, quand ils se rendent compte du sacrifice de Pedro, c'est vraiment le visage de Carrot qui est le plus marquant. Et par cette mort, et c'est pour ça qu'il faut vraiment qu'il soit mort, Carrot va devenir beaucoup plus adulte. Carrot va un petit peu changer. Carrot ne va pas faire partie des Mugiwara, ce n'est pas grâce à ça. Mais elle va, comme Nekomamushi et Inuarashi avec Goldie Roger, elle va faire partie de cet équipage, car elle vient d'avoir non pas la volonté du Di, mais la volonté de paix, la volonté de Pedro. Elle va devoir, en la mémoire de Pedro, aller jusqu'au bout, aider les Mugiwara à atteindre ce but final, à atteindre la réalisation de cette prophétie. Et tout au long de l'histoire, on va vraiment avoir une évolution, un très gros travail qui va être fait sur Carrot. Et c'est en ça que
Ichiro Oda est vraiment très très fort, c'est que à travers la mort, et encore une fois j'espère vraiment que c'est la mort d'une personne, on a la naissance d'une nouvelle personne. Et ça, c'est fantastique. Alors ça, c'était pour la partie que j'ai vraiment adorée au niveau de ce chapitre. Maintenant, on va parler de quelque chose que j'ai pas du tout aimé, c'est le traitement de Brook et de Chopper. Surtout de Chopper, parce que Brook, en un sens, il a eu ses moments de badassitude. On a vu qu'il était vraiment capable de quelque chose, et là, Chopper a encore servi de gag. Ce que j'aime pas, c'est qu'on nous tease un truc absolument de fou dans un chapitre où on voit Chopper en mode Kung Fu avec Brook avec son épée, son aura qui sort de lui en disant bon maintenant vous nous avez fait chier, on va vous latter la bouche. Oui, 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 je suis au courant que Brook et Chopper n'avaient pas le niveau pour latter la gueule de Perospero. Mais si vous comprenez, si vous regardez un petit peu le travail d'Ichiro Oda, souvent ils arrivent à basculer la puissance de quelqu'un par rapport à un effet comique. Et oui, on apprend que Perospero a un niveau de 700 millions de berries. Ah, et puis là, je vais faire une petite parenthèse parce qu'il y a quand même quelque chose qui me casse un petit peu les coucougnettes, hein, qui me casse les bonbons, comme j'ai dit dans la réaction live. C'est ces primes. On sait que, vu qu'il y en a beaucoup qui m'ont dit que j'en avais pas parlé, que Sabo a une prime de 604 millions, c'est un révolutionnaire. Les révolutionnaires sont quand même quelque chose de très très dangereux pour le gouvernement mondial. Il vient de prendre le Mera Mera no Mi qui fait penser un petit peu à Ace. Ace qui était un élément dangereux. Donc par rapport à ça, il devrait avoir une certaine prime, et la prime de 600 millions de berries, c'est quand même une putain de prime. Sauf que là, on a Perospero qui a une prime de 700 millions de berries, les autres en font, c'est du 800 à plus d'1 million, mais qu'est-ce qu'ils ont fait au gouvernement mondial pour avoir une telle prime de taré? C'est quoi ce délire avec ces primes? C'est-à-dire que en leur mettant des primes comme ça, et encore, Big Mom, on ne connaît pas encore sa prime, ça voudrait dire que le gouvernement mondial apporte plus d'importance à l'équipage de Big Mom que aux révolutionnaires, par exemple. C'est un petit peu comme ça que je vois la chose. Alors que normalement, on avait expliqué que justement les 4 empereurs étaient une force au niveau du Nouveau Monde qui s'équilibrait un tout petit peu et qu'il fallait justement pas destituer un empereur pour pas que ça bascule dans le chaos, pour que après un empereur devienne plus puissant que tout le monde et vienne latter la gueule du gouvernement mondial. Donc si le gouvernement mondial était un petit peu logique, il s'amuserait à pas trop monter les primes pour essayer de faire quelque chose d'assez global. Alors que là on est parti totalement dans du what the fuck. Donc sur ce coup là les primes, j'ai un peu de mal. Bon, on va en revenir à nos moutons, et là c'est plutôt Deren par rapport justement à Chopper. Chopper, je sais qu'il n'a pas le niveau de latter la gueule de Perospero, mais je voyais un effet comique pour qu'ils arrivent un petit peu à gagner un petit peu de temps, le temps que les Mugiwara arrivent. C'est ça que je voyais. Et là non, le fait de les voir en bonbons totalement transformés, ce qui vient bien sûr rajouter une importance sur le sacrifice de Pedro, parce que Pedro va se sacrifier non pas devant Big Mom, mais bien devant Perospero pour le mettre KO. Pareil, il ne va pas le tuer. Ça, on est bien conscient qu'avec cette explosion, il ne va pas le tuer parce qu'il n'a pas réussi à tuer Tamago. Donc là, il y a un petit peu de logique. Donc il va tomber dans le coma, et en tombant dans le coma, ça fait un petit peu comme avec Sugar. C'est-à-dire que l'effet de bonbon, vu qu'il n'a pas été jusqu'aux 3 minutes où ils se sont vraiment transformés en bonbons, ça va tout simplement couper la transformation de Brook et de Chopper. Mais encore une fois, ce qui m'énerve, c'est que moi, j'aimerais bien que Chopper ait un moment de gloire. Je veux que Chopper serve à quelque chose au moins une fois dans le Nouveau Monde. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est ça, parce que là, même s'il y a eu au niveau de Punk Hazard des trucs, là, ça me gave un petit peu. Bon, maintenant, on va parler un petit peu du cas Katakuri. Alors, une bonne fois pour toutes, Ichiro Oda l'a annoncé, Katakuri n'est pas un Logia, il est un Paramecia. Rappel, il existe 3 types de Paramecia. On a les Paramecia qui sont corporels, comme Luffy, c'est-à-dire que c'est son corps qui est dans la matière de son fruit du démon. Les productifs, comme Mr. Three ou encore Treble, qui produisent un élément qui est propre à leur Paramecia, ou après un environnemental, comme Barbe Blanche, qui vient avoir une interaction grâce à son fruit du démon sur l'environnement qui l'entoure. Et là, le petit Paramecia de Katakuri, j'y bite absolument rien. Et là, on pourrait même se poser la question, est-ce que ça serait comme Doflamingo? C'est-à-dire, est-ce que ça serait la présence de l'éveil d'un fruit? Car tout simplement, ici, on a
un Paramecia qui se rapproche d'un Logia. Ouh là là, mais t'es en train de dire quoi, le doc, t'es complètement fou. On va reprendre un petit peu l'éveil du fruit de Doflamingo. Doflamingo était un Paramecia productif. Il pouvait créer des fils, il pouvait faire plein de trucs avec ses fils. Sauf qu'avec son éveil de son fruit, il est devenu un Paramecia environnemental. C'est-à-dire qu'il pouvait modeler l'environnement grâce à ses fils et les faire devenir des fils. Et là ici, avec le Paramecia de Trébol, très beau lapsus. Pourquoi j'ai parlé de Trébol? Parce qu'il y en a beaucoup dans les commentaires, ils m'ont dit, le doc t'as absolument rien compris. Ce qui se passe, c'est que Katakuri est comme Trébol, c'est un personnage qui s'est créé une enveloppe, et c'est pour ça que Luffy, quand il l'attaque, ça passe à travers. Sauf que Ichiro Oda n'aime pas la redondance par rapport à certains éléments. Moi, j'avais même pensé à un truc complètement fou. C'était en vérité que Katakuri, c'était un tontatas et qui s'était créé un truc énorme autour de lui qui pouvait justement modeler à sa guise. Sauf que je pense encore une fois que Ichiro Oda va nous surprendre. Peut-être que Katakuri est un Paramecia productif et corporel. Donc c'est-à-dire qu'il est la matière et donc à partir de là on peut remarquer que Luffy quand il l'attaque il passe à travers. Donc ça c'est normal. Et après productif parce qu'on a vu qu'il peut allonger son corps, on a vu qu'il peut créer des sortes de petits bonbons, pas de petits bonbons, de petits trucs qui propulsent très très vite et qui pourra créer justement des choses avec son pouvoir de son fruit de démon. Mais encore une fois, il y a ce problème de fait qu'on a aussi appris, et ça on l'avait vu au niveau de Marineford, que un Logia peut être touché grâce à l'utilisation du Haki, et même Luffy, des fois il se posait la question de savoir pourquoi il était blessé, et l'autre lui répondait, bah c'est tout simplement j'arrive à te blesser même si tu es en caoutchouc, parce que si j'utilise du Haki, j'arrive à atteindre ton vrai corps physique. Donc voilà, il y a plusieurs éléments, et encore une fois, Ichiro Oda aime bien, je pense qu'il avait peut-être réfléchi au fait que ça soit un Logia, mais après il a voulu le transformer pour peut-être plus tard avoir une explication sur un futur éveil d'un fruit qu'on aura sur un autre personnage. Donc c'est vraiment comme ça que je vois le truc. D'ailleurs j'aurais pu faire carrément une vidéo théorie là-dessus. Mais non, on va le laisser ici comme ça, c'est vraiment génial. Et maintenant on va passer aux deux choses, le passage le plus badass et le personnage de ce chapitre. Le moment le plus badass, c'est tout simplement quand Luffy fait le Red Hooks et on voit le coup de poing contre Katakuri avec le Haki. C'est absolument génial. Il y avait de la tension, il y avait de l'action, il y avait du punch. Ça, c'est vraiment ce qu'on attend dans un shonen. Donc sur ce coup-là, oui, je suis vraiment content. Et après, bien sûr, le passage le plus magnifique, c'est tout simplement l'explosion de Pedro. C'est par la surprise. Encore une fois, même si j'avais annoncé qu'il allait se sacrifier la gueule, je ne le voyais pas se sacrifier comme ça dans une double page aussi soudaine. Et rien que pour ça, encore une fois, j'aime bien quand je lis un chapitre et d'avoir la gueule qui me tombe à terre. Et voilà, Ichiro Oda arrive toujours à nous surprendre. Et voilà, c'est pour ça que j'aime One Piece. Donc voilà, c'est là-dessus que se termine cette critique analyse. Comme d'habitude, n'oubliez pas de défoncer la gueule de ce putain de pouce bleu. Et n'oubliez pas le principal, One Piece, c'est la vie, sauf pour Pedro. Oui, j'adore cette blague. Allez, salut mes Nakama.